J'avais 72 ans quand j'ai entendu les mots qui allaient changer ma vie à jamais. L'eau glacée de la Méditerranée m'engloutissait, mes poumons brûlaient, et au-dessus de moi, le moteur du yacht s'éloignait rapidement. Mon propre fils me regardait couler avec un sourire que je n'oublierai jamais. Dans cet instant de terreur absolue, j'ai compris une vérité dévastatrice. L'amour d'une mère ne suffit pas toujours à protéger une femme de sa propre chair. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ma survie miraculeuse n'était que le début d'une découverte bien plus terrible. Des secrets enfouis depuis des décennies, des trahisons qui remontaient à bien avant ma naissance, et une fortune colossale dont j'ignorais l'existence allait transformer ma quête de justice en une bataille pour la vérité qui ébranlerait toute ma famille. Mais la question qui me hante encore aujourd'hui n'est pas de savoir comment j'ai survécu. C'est de comprendre comment mon petit garçon, celui que j'ai bercé dans mes bras, est devenu capable de me regarder mourir sans bouger. Et surtout, de découvrir qui d'autre savait ce qui allait m'arriver ce jour-là sur ce bateau. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien signifie tout pour moi. J'avais 72 ans quand j'ai entendu la phrase qui déchire encore mon âme comme du verre brisé. « Dis bonjour au requin !» a hurlé ma belle-fille en poussant mon corps fragile hors du bateau. Le choc de l'eau glacée m'a arraché le souffle, et le dernier regard que j'ai vu fut celui de mon fils, immobile, souriant comme s'il se débarrassait enfin d'un fardeau. Ce fardeau, c'était moi. À cet instant précis, j'ai compris que l'amour d'une mère ne suffisait pas à protéger une femme de sa propre chair. L'eau salée brûlait mes yeux tandis que je coulais, mes bras battant désespérément contre les vagues de la Méditerranée. Mon manteau trempé pesait comme du plomb, m'entraînant vers le fond. Au-dessus de moi, j'entendais le moteur du bateau s'éloigner rapidement. Ce yacht luxueux que j'avais moi-même offert à mon fils pour ses 40 ans, transformé en instrument de mon exécution. Les bulles d'air remontaient autour de moi comme des perles précieuses que je perdais une à une, et avec elles, ma vie s'échappait. Je me souviens avoir pensé à la Côte d'Azur, à notre villa de Cannes, où j'avais élevé cet enfant, à tous ces étés dorés, où je berçais ses cauchemars. Comment ce petit garçon qui pleurait dans mes bras était-il devenu cet homme capable de regarder sa mère se noyer sans bouger un doigt? Mais quelque chose en moi refusait de céder. Peut-être était-ce la colère, peut-être l'instinct de survie, ou peut-être cette voix lointaine de mon défunt mari Henri, qui me murmurait depuis l'au-delà « Batte-toi, Marguerite, protège ce que nous avons construit ensemble ». Mes jambes ont trouvé une force que je ne me connaissais plus. J'ai remonté centimètre par centimètre, avalant de l'eau salée, toussant, crachant, mais remontant toujours. Quand ma tête a finalement crevé la surface, j'ai aspiré l'air comme si c'était la première fois que je respirais de ma vie. Le bateau n'était plus qu'un point blanc à l'horizon, filant vers le port de Saint-Tropez, où ils iraient sans doute célébrer ma mort avec du champagne millésimé. Je flottais tant bien que mal, mes vêtements lourds comme des chaînes, mes 72 ans pesant dans chaque muscle. Les vagues me ballottaient comme une épave. C'est alors que j'ai vu cette photo dans mon esprit, celle que j'avais trouvée 3 semaines plus tôt, glissée sous la porte de ma chambre. Une photo de moi dormant, prise de très près, avec un message griffonné au dos. Les vieilles femmes riches font des accidents parfaits. Je l'avais cachée dans mon armoire terrorisée, ne sachant à qui en parler. Maintenant, en train de me noyer dans la mer, je comprenais enfin, ce n'était pas une menace en l'air, c'était un avertissement. Et j'avais été trop naïve, trop confiante dans l'amour maternel pour le prendre au sérieux. Les heures ont passé, ou peut-être seulement des minutes, le temps perdait tout sens. Mes forces déclinaient, mes lèvres devenaient bleues. C'est le courant qui m'a sauvé, m'entraînant vers la côte rocheuse près de la Ciotat. Mes doigts ont touché des rochers, puis du sable. J'ai rampé comme un animal blessé jusqu'à m'effondrer sur la plage déserte, à moitié consciente. Des voix lointaines résonnaient. « Madame ! Madame, vous m'entendez ?» C'étaient des pêcheurs matinaux, 2 hommes basanés qui sentèrent le poisson et la gauloise. Ils m'ont enveloppé dans une couverture rugueuse, appelant les secours sur leur téléphone portable tout en me frictionnant les mains pour faire circuler le sang. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé d'un bateau ?» a demandé l'un d'eux, ses yeux inquiets scrutant mon visage ridé. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots ne venaient pas. Comment dire la vérité? Mon fils et ma belle-fille ont essayé de me tuer pour ma fortune de 3 millions d'euros. Qui me croirait? Une vieille femme désorientée, peut-être sénile, racontant des histoires de meurtre familial. Ils penseraient que j'avais perdu la tête. Le syndrome du grand âge, dirait-il. La paranoïa des personnes âgées isolées.
Je les voyais déjà hocher la tête avec pitié, me conduire dans un établissement psychiatrique, prévenir ma famille, cette même famille qui venait de tenter de m'assassiner. Alors j'ai menti. Je suis tombé. Accident. Les mots sortaient difficilement entre mes lèvres tremblantes. Les pêcheurs ont échangé un regard sceptique mais n'ont pas insisté. L'ambulance est arrivée, les sirènes déchirant le calme de l'aube provençale. À l'hôpital de La Ciotat, une jeune interne aux cheveux tirés en chignon m'a examiné avec cette gentillesse professionnelle qu'on réserve aux personnes âgées. Vous avez eu beaucoup de chance, madame. Hypothermie légère, quelques contusions, mais rien de grave. Votre famille est prévenue? Non. Ai-je répondu trop vite? Non, s'il vous plaît. Ne prévenez personne. Elle a froncé les sourcils, inscrivant quelque chose sur son dossier que je ne pouvais pas lire. Je voyais bien qu'elle me prenait pour une de ces vieilles dames confuses, peut-être maltraitée mais trop fière ou trop effrayée pour l'admettre. Elle avait raison sur un point. J'étais effectivement en danger, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Quand j'ai finalement quitté l'hôpital ce soir-là, enveloppé dans des vêtements prêtés par la Croix-Rouge, une décision s'était cristallisée dans mon esprit. Je n'irai pas à la police. Pas encore. Car j'avais compris quelque chose de fondamental pendant ces heures où je luttais contre la mort. Mon fils et ma belle-fille, Julien et Véronique, ne m'avaient pas tué par rage ou par folie. C'était un plan calculé, méthodique. Et si c'était un plan, il y avait forcément des traces, des preuves, des complices. Je devais rester dans l'ombre, les observer, comprendre l'étendue de leur trahison avant de frapper. Sur le chemin du retour vers Cannes, assise dans un bus régional bondé qui sentait la sueur et le parfum bon marché, j'ai repensé à cette enveloppe brune que j'avais vue sur la table du couloir 3 jours avant le voyage en bateau. Une enveloppe avec mon nom griffonné dessus, mais qui n'était pas de l'écriture de Julien ni de Véronique. Une écriture étrangère, presque tremblante. Je ne l'avais pas ouverte, trop préoccupé par les préparatifs du voyage. Maintenant, cette enveloppe prenait une dimension cruciale. Qui me l'avait envoyée? Pourquoi? Et surtout, était-ce lié à ce qui venait de m'arriver? Le bus traversait les petits villages de Provence, leurs façades ocre illuminées par le soleil couchant, et je me sentais comme une revenante regardant un monde auquel je n'appartenais plus vraiment. J'étais morte aux yeux de ma famille. Et cette mort, cette fausse mort, serait mon arme. Je rentrerais chez moi en secret. J'observerais. J'écouterais. Et quand le moment serait venu, quand j'aurais rassemblé toutes les preuves de leur noirceur, alors seulement je ressusciterais pour les confronter à leurs crimes. Mais une question me hantait, brûlante comme le sel de la Méditerranée dans mes poumons. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait déclenché leur urgence à me tuer? Car il y avait urgence, j'en étais certaine. On ne tue pas sa mère sur un coup de tête. Quelque chose avait changé récemment. Quelque chose dont j'ignorais l'existence. Et ce quelque chose, j'en avais la conviction profonde, se cachait dans cette enveloppe mystérieuse, dans les regards furtifs que j'avais surpris entre Julien et Véronique ces dernières semaines, dans les conversations téléphoniques qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Le bus s'est arrêté à Cannes, alors que la nuit tombait complètement. J'ai marché lentement vers notre quartier résidentiel, la Croix des Gardes, où notre villa Belle Époque dominait la baie. Chaque pas était une torture. Mon corps meurtri protestait, mais ma détermination était plus forte que la douleur. En approchant de la maison, j'ai vu toutes les lumières allumées. Des voix résonnaient à travers les fenêtres ouvertes. Des rires. Mon cœur s'est serré dans un étau de glace. Ils riaient. Le jour même où ils avaient tenté de me tuer, ils riaient. Je me suis caché derrière le mur du jardin voisin, celui des Fontaines qui était en vacances en Bretagne. De là, je pouvais voir à travers les fenêtres du salon. Véronique, ma belle-fille, cette créature élégante que j'avais accueillie dans ma famille il y a 15 ans, trinquait avec mon fils. Ils portèrent du champagne, et sur la table basse, j'ai aperçu des documents étalés, des papiers officiels, des formulaires que je ne pouvais distinguer de si loin. Mon sang s'est glacé. Ils ne perdirent pas de temps. Ils mettaient déjà leur plan en œuvre, croyant que mon corps reposait au fond de la mer, dévoré par les poissons. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un homme que je ne connaissais pas était assis dans mon fauteuil préféré, celui en velours bordeaux que Henri avait rapporté d'une vente aux enchères à Paris. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris argentés, costume sombre, impeccable. Il ne riait pas. Il observait Julien et Véronique avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Était-ce de la satisfaction? Du mépris? Qui était cet homme? Et pourquoi se trouvait-il dans ma maison le soir même de ma tentative d'assassinat?
J'ai dû attendre longtemps, recroquevillé dans l'ombre humide du jardin des fontaines, mes vêtements encore imprégnés de l'odeur de la mer. Finalement, vers minuit, les lumières se sont éteintes, une à une. L'homme mystérieux est parti dans une Mercedes noire que je n'avais jamais vue. Julien et Véronique sont montés à l'étage, probablement dans la chambre d'amis puisqu'ils n'osaient certainement pas dormir dans la mienne. Pas encore. J'ai attendu encore 1 heure pour être certaine qu'ils dormaient. Puis avec des gestes de cambrioleuse dans ma propre maison, j'ai utilisé la clé cachée sous le pot de géranium près de la porte de service. Une clé qu'Henri avait placée là il y a 20 ans, et que j'étais probablement la seule à connaître encore. La porte a grincé légèrement, me faisant sursauter, mais aucun bruit ne venait de l'étage. Je me suis glissé à l'intérieur, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. L'enveloppe brune était toujours là, sur la console du couloir, sous un magazine de décoration. Mes mains tremblaient en la saisissant. Je l'ai cachée sous ma blouse humide, contre ma peau, et j'allais repartir quand j'ai entendu des voix étouffées venant du salon. Je me suis figé. Ils ne dormaient pas. Ils parlaient à voix basse, et dans le silence de la nuit, leurs mots me parvenaient par bribes à travers la porte entr'ouverte. Le document ancien, disait Véronique, si quelqu'un le trouve avant nous, tout le plan s'effondre. Personne ne le trouvera, répondait Julien avec cette arrogance que je ne lui connaissais pas. Elle ne savait même pas qu'il existait. Et maintenant qu'elle est morte, nous avons tout le temps nécessaire. Et le pauvre Étienne. La voix de Véronique contenait une note de moquerie cruelle. Tu crois vraiment qu'il va se contenter de rester dans son trou à Lyon? Étienne est un faible, un raté. Il n'osera jamais rien faire. Étienne, mon neveu, le fils de ma belle-sœur Claire, décédée d'un cancer il y a 8 ans. Ce garçon doux et sensible que toute la famille avait toujours traité comme quantité négligeable, comme l'orphelin dont on se sentait obligé de s'occuper par devoir mais sans affection. Qu'est-ce qu'Étienne avait à voir avec tout ça? Et quel était ce document ancien dont il parlait avec tant d'inquiétude? Je n'ai pas attendu d'en entendre davantage. J'avais ce qu'il me fallait, la confirmation qu'il y avait quelque chose de bien plus vaste que je ne l'imaginais, quelque chose qui impliquait des documents, des secrets, et apparemment mon neveu Étienne. Je me suis enfui aussi silencieusement que j'étais venu, l'enveloppe pressée contre mon cœur comme un trésor. Dehors, l'air nocturne de la côte d'Azur sentait le jasmin et l'iode. Les étoiles brillaient avec une indifférence cosmique au-dessus de ma tête. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas retourner chez moi. Je ne pouvais pas aller à l'hôtel sans carte bancaire ni papier. Alors j'ai marché jusqu'à la petite chapelle Sainte-Anne, sur les hauteurs de Cannes, celle où Henri et moi nous étions mariés il y a 50 ans. La porte était ouverte. Elle l'était toujours. Le père Mathieu gardait cette tradition même si les temps n'étaient plus sûrs. Je me suis assise sur un banc au fond de la nef silencieuse, sous le regard bienveillant de la Vierge Marie peinte au plafond. Et là, à la lueur tremblante d'un cierge que quelqu'un avait allumé pour un vœu, j'ai ouvert l'enveloppe. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai déchiré un coin de l'enveloppe en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une simple feuille de papier pliée en 4, et l'écriture manuscrite était si tremblante qu'elle semblait avoir été tracée par quelqu'un de très âgé ou de très malade. Les mots dansaient devant mes yeux fatigués à la lueur du cierge. « Marguerite, méfiez-vous. Ils savent pour le testament de 1987. Le notaire Dubois n'était pas honnête. Votre mari a tout découvert avant de mourir. Les preuves sont là où vous avez pleuré pour la première fois. Un ami qui vous doit tout. Mon cœur s'est arrêté. Le testament de 1987. Henri était mort en 2019, il y a 6 ans maintenant, emporté brutalement par un infarctus dans notre jardin un matin de mai. Nous étions mariés depuis 44 ans à ce moment-là. Mais 1987, c'était l'année de la naissance de Julien. L'année où nous avions acheté la villa de Cannes, grâce à l'héritage que Henri avait reçu de son père, un industriel textile de Lyon. Quel testament? Et qui était ce ami qui me devait tout? Les questions tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles mortes dans le Mistral. Les preuves sont là où vous avez pleuré pour la première fois. Cette phrase me glaçait le sang. Où avais-je pleuré pour la première fois? Dans les bras de ma mère, à ma naissance? C'était absurde. Il devait s'agir d'un lieu symbolique, quelque chose que cette personne mystérieuse supposait que je comprendrais. J'ai fermé les yeux, essayant de me remémorer les moments les plus douloureux de ma vie. La mort de Henri, bien sûr. Mais j'avais pleuré à l'hôpital, puis chez nous, pas dans un endroit où des preuves pourraient être cachées. La fausse couche que j'avais faite avant la naissance de Julien? Non, c'était trop intime. Personne ne le savait à part Henri et moi. Et puis,
Comme un éclair dans l'obscurité, le souvenir m'a frappé avec une violence qui m'a coupé le souffle. La chapelle même où je me trouvais, Sainte-Anne. C'était ici, sur ce banc précis ou un similaire, que j'avais pleuré pour la première fois de vraies larmes d'adulte, de ces larmes qui viennent du plus profond de l'âme. J'avais 23 ans, et je venais d'apprendre que mon père était mort dans un accident de voiture sur la route de Grasse. Henri m'avait conduite ici, m'avait tenu dans ses bras pendant que je sanglotais, incapable de croire que je ne reverrais plus jamais le visage buriné de papa, que je n'entendrais plus sa voix rocailleuse m'appeler « ma petite Margot ». Mes mains se sont mises à tâtonner sous le banc, cherchant je ne sais quoi, une enveloppe collée, une trappe secrète. Rien. Puis j'ai regardé autour de moi dans la pénombre. La statue de la Vierge, le confessionnal en bois sombre, l'harmonium contre le mur. Et là, je l'ai vu, le présentoir à cierges, celui où Henri avait allumé une bougie pour l'âme de mon père ce jour terrible. C'était un meuble ancien en fer forgé, avec une base creuse, où l'on rangeait les cierges de rechange. Je me suis agenouillé, mes genoux ont craqué douloureusement contre les dalles de pierre froide, et j'ai ouvert le petit panneau métallique à la base du présentoir. Une odeur de cire et de poussière m'a assailli. Au fond, sous une pile de vieux cierges jaunis par le temps, mes doigts ont rencontré quelque chose de dur. Une boîte. Une petite boîte en métal, comme celles où l'on garde des biscuits. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. J'ai tiré la boîte vers moi. Elle était lourde, rouillée au coin, et le couvercle résistait. J'ai dû utiliser l'extrémité d'un chandelier pour forcer l'ouverture. À l'intérieur, protégé par un sac en plastique, se trouvaient des documents. Des photocopies de contrats, de relevés bancaires, de lettres. Et au-dessus de tout cela, une photographie en noir et blanc qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Henri et moi, le jour de notre mariage, jeunes et rayonnants, devant cette même chapelle. Au dos, de l'écriture de Henri. Pour Marguerite, si je ne suis plus là pour te protéger. La vérité sur Dubois et les autres. Je t'aime pour l'éternité. H. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues ridées, traçant des sillons salés jusqu'à mon menton. Henri savait. Il savait quelque chose. Et il avait caché ses preuves ici, dans le lieu de notre amour et de ma première vraie douleur, sachant que si quelqu'un devait les trouver, ce serait moi. Mais quand avait-il fait cela? Et pourquoi ne m'avait-il rien dit de son vivant? J'ai commencé à parcourir les documents, mes yeux fatigués peinant à déchiffrer les photocopies dans la faible lumière. Il y avait des contrats concernant l'achat de notre villa, mais aussi d'autres propriétés dont je n'avais jamais entendu parler. Des comptes bancaires offshore, aux îles Caïmans. Des lettres entre Henri et un certain maître Dubois, notaire à Nice daté de 1986 et 1987, discutant de stratégie fiscale et de protection d'actifs. Le ton devenait de plus en plus tendu au fil des lettres. Dans la dernière, datée de mars 1987, Henri écrivait « Je refuse catégoriquement de poursuivre dans cette voie. Ce que vous me demandez est non seulement illégal mais immoral. Je veux récupérer tous mes documents originaux et mettre fin à notre collaboration. » La réponse de Dubois était glaçante. « Mon cher Henri, vous n'êtes pas en position de faire des exigences. N'oubliez pas que j'ai tous les originaux et que votre signature apparaît sur des documents qui pourraient vous causer de sérieux problèmes avec le fisc. Réfléchissez bien avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter. Pour votre famille, pour votre fils à naître. » Mon sang s'est glacé. C'était un chantage. Ce notaire avait piégé Henri dans une sorte de montage financier frauduleux, puis l'avait menacé avec les preuves de sa propre escroquerie. Et maintenant, 38 ans plus tard, quelqu'un savait. Quelqu'un utilisait ces vieilles affaires pour... Pourquoi exactement? Un bruit m'a fait sursauter. La porte de la chapelle s'ouvrait en grinçant. J'ai rapidement fourré tous les documents dans la boîte, caché la boîte sous ma blouse, et je me suis relevé avec difficulté, feignant de prier. C'était le père Mathieu, le vieux prêtre aux cheveux blancs qui officiait ici depuis 40 ans. Il m'a reconnu immédiatement, malgré mon apparence de naufragé. « Madame Beaumont, mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» Ses yeux étaient remplis de compassion sincère. « Vous êtes trempé, vous tremblez. Père Mathieu, ai-je commencé, ma voix se brisant. J'avais tellement besoin de parler à quelqu'un, de partager ce fardeau terrible. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment expliquer que mon fils avait tenté de me tuer? Comment avouer que je venais de découvrir que mon défunt mari avait été impliqué dans des affaires louches? Le père Mathieu avait connu Henri, les avait mariés, avait baptisé Julien. Comment détruire ces souvenirs avec la vérité sordide? Je suis tombé.
ai-je finalement murmuré, répétant le même mensonge qu'au pêcheur. En mer, c'était un accident. Il m'a regardé longuement, et j'ai vu dans ses yeux qu'il ne me croyait pas, mais qu'il respectait mon choix de silence. « Venez, je vais vous faire du thé chaud au presbytère. Vous ne pouvez pas rester comme ça. » Sa gentillesse m'a presque fait tout avouer, mais je me suis retenu. Pas encore. Pas avant de comprendre toute l'étendue de la conspiration. Nous avons marché lentement jusqu'au petit presbytère attenant à la chapelle. Le père Mathieu m'a installé dans sa cuisine modeste, m'a donné des vêtements secs, des habits sacerdotaux de rechange qui flottaient sur mon corps maigre, et m'a préparé une tisane de tilleul. Pendant qu'il s'affairait, j'ai réfléchi à ma prochaine action. Je devais aller voir Étienne, mon neveu à Lyon. Apparemment, il savait quelque chose, ou du moins Julien et Véronique le craignaient. Mais comment le contacter sans éveiller les soupçons? Mon téléphone portable était au fond de la mer, ma carte bancaire aussi. « Père », ai-je dit doucement, « pourriez-vous me prêter de quoi prendre le train pour Lyon demain? Je vous rembourserai, je vous le promets. » Il n'a pas posé de questions. Il est simplement allé chercher son portefeuille et m'a tendu 200 €. Prenez soin de vous, Marguerite. Et souvenez-vous que Dieu voit tout, même ce que nous cachons aux autres. Cette nuit-là, allongé sur le canapé du presbytère, incapable de dormir, j'ai repensé à tout ce que j'avais découvert. Un testament mystérieux de 1987, un notaire corrompu, des documents cachés, et maintenant, un voyage vers mon neveu qui détenait peut-être d'autres pièces du puzzle. Mais surtout, une question me hantait. Qui m'avait envoyé cette première enveloppe? Qui était cet ami qui me devait tout? Le TGV filait à travers la campagne française, traversant des champs de lavande et des villages perchés sur des collines. J'étais assise près de la fenêtre, serrant contre moi la boîte métallique cachée dans un sac en toile que le père Mathieu m'avait donné. Chaque kilomètre qui m'éloignait de Cannes me faisait respirer un peu mieux, mais l'angoisse restait présente, tapie au fond de ma poitrine comme une bête prête à bondir. Et si Julien découvrait que j'étais vivante? Et si quelqu'un me reconnaissait dans le train? J'avais acheté un foulard bon marché à la gare pour cacher mes cheveux blancs, et je portais toujours les vêtements trop larges du presbytère. Je ressemblais à une vieille pauvresse, et c'était exactement l'effet recherché. Personne ne remarque les personnes âgées insignifiantes. Nous sommes invisibles dans ce monde qui célèbre la jeunesse et la beauté. Pour une fois, cette invisibilité était ma meilleure alliée. Lyon est apparu sous un ciel gris d'automne, la Saône serpentant paresseusement entre les bâtiments historiques. Je n'étais pas revenu dans cette ville depuis les funérailles de ma belle-sœur Claire, 8 ans plus tôt. C'était un souvenir douloureux. Claire n'avait que 52 ans quand le cancer l'avait emportée, laissant Étienne orphelin à 28 ans. Je me souvenais de lui au cimetière de Loyasse, seul et perdu, ses épaules voûtées sous le poids du chagrin. Toute la famille était venue, mais personne ne lui avait vraiment parlé. Julien l'avait à peine salué. Véronique l'avait complètement ignoré. Même moi, honteusement, je n'avais fait qu'une brève accolade avant de repartir avec les autres. Étienne avait toujours été le marginal de la famille, celui dont on parlait à voix basse avec des soupirs et des hochements de tête. Il n'avait jamais vraiment réussi dans la vie, du moins selon les critères de notre famille bourgeoise. Pas de grande carrière, pas de mariage prestigieux, pas d'enfants. Il vivait de petits boulots, donnait des cours de guitare, réparait des instruments de musique dans une échoppe minuscule du quartier de la Croix-Rousse. La famille le considérait comme un raté, un poids mort qu'on tolérait par obligation familiale. Mais moi, j'avais gardé un souvenir différent d'Étienne enfant. Un petit garçon sensible qui pleurait devant les films tristes, qui nourrissait les chats errants, qui passait des heures à dessiner dans son cahier. Claire m'avait confié un jour qu'il était plus intelligent que la moyenne, mais qu'il ne s'intéressait pas aux choses que la société valorisait. « Il voit le monde différemment », avait-elle dit avec une tristesse résignée. « Et le monde ne pardonne pas à ceux qui sont différents. » J'ai trouvé son adresse dans un vieil annuaire téléphonique à la gare de Lyon-Pardieu, rue des Tables Claudiennes, dans le 1er arrondissement. J'ai pris le métro puis marché lentement dans les rues pavées en pente qui caractérisent ce quartier historique. Mes jambes me faisaient souffrir. Mon corps entier protestait contre l'effort. Mais je continuais, porté par une détermination qui dépassait la douleur physique. L'immeuble d'Étienne était un vieux bâtiment aux façades décrépites, coincé entre une boulangerie et un magasin de tissus africains. J'ai grimpé 4 étages par un escalier étroit qui sentait l'humidité et le chou bouilli. Au 4e, une porte en bois éraflée portait une petite plaque en cuivre terni et Beaumont, luthier. Mon cœur battait si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour reprendre mon souffle avant de frapper.
Les coups de mes jointures contre le bois ont résonné dans le silence du palier. Rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Des pas traînants se sont fait entendre, puis la porte s'est entr'ouverte sur une chaîne de sécurité. Le visage d'Étienne est apparu dans l'entrebâillement, plus vieux, plus maigre que dans mon souvenir, avec des cernes profonds sous les yeux et une barbe de plusieurs jours. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur quand il m'a reconnu. « Tante Marguerite ?» Sa voix était rauque, incrédule. « Mais qu'est-ce que... On m'a dit que vous étiez... morte ?» Ai-je terminé pour lui. C'est ce qu'ils veulent faire croire. « Étienne, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai besoin de ton aide. » Il a refermé la porte pour enlever la chaîne, puis l'a rouverte en grand. Son appartement était minuscule. Une seule pièce qui servait à la fois d'atelier, de salon et de chambre. Des guitares à différents stades de réparation étaient accrochées au mur ou posées sur des établis. L'odeur du bois fraîchement poncé et du vernis flottait dans l'air. Un matelas était roulé dans un coin et une kitchenette bancale occupait l'autre mur. « Asseyez-vous, je vous en prie », a dit Étienne en débarrassant précipitamment une chaise d'un tas de partitions musicales. Ses mains tremblaient. « Je ne comprends pas. Les nouvelles disent que vous avez disparu en mer, que votre fils et votre belle-fille sont effondrés de chagrin. Il y a même eu un reportage aux informations régionales hier soir. Je me suis effondré sur la chaise, et c'est à ce moment-là que toute la tension accumulée depuis 24 heures s'est libérée. Les larmes ont jailli sans que je puisse les retenir. Des sanglots profonds qui secouaient tout mon corps. Étienne s'est agenouillé devant moi, ses yeux se remplissant également de larmes, et il a pris mes mains ridées dans les siennes, des mains calleuses de travailleurs manuels, mais douces et chaudes. Ils ont essayé de me tuer, ai-je haleté entre deux sanglots. Mon propre fils, Étienne. Julien et Véronique m'ont emmené en bateau et m'ont jeté à la mer. Ils voulaient tuer ma mort pour prendre mon argent. Le visage d'Étienne s'est durci, et j'ai vu passer dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une rage froide, contrôlée, qui transformait ses traits doux en un masque de pierre. « Je le savais », a-t-il murmuré d'une voix vibrante de colère contenue. « Je savais qu'il préparait quelque chose. » Mes larmes se sont taries d'un coup. « Tu savais ? Comment ?» Étienne s'est levé et s'est dirigé vers une vieille armoire en pin. Il en a sorti une boîte à chaussures usée qu'il a posée sur une petite table encombrée d'outils. Depuis 3 mois, je les surveille. Depuis qu'ils m'ont convoqué chez ce notaire à Nice pour me faire signer des papiers. Quel notaire ? Mon cœur s'est accéléré. Dubois ? Non, un autre. Maître Leclerc. Mais il travaillait avec Dubois avant la mort de ce dernier. Étienne a ouvert la boîte et en a sorti des dizaines de documents, de photos, de notes manuscrites. Il voulait que je renonce à tout héritage potentiel de ma mère, Claire. Il disait que c'était une formalité administrative. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi soudainement, 8 ans après la mort de maman, se préoccuper de mes droits d'héritage? Il a étalé les documents devant moi, comme un détective présentant des preuves. Des photos prises à distance montrant Julien et Véronique entrant dans des bureaux de notaires, des banques privées, des relevés de comptes bancaires. Je ne savais pas comment ils se les étaient procurés, montrant des transferts importants vers des paradis fiscaux, des copies de contrats immobiliers pour des propriétés dont je n'avais jamais entendu parler. Julien a vendu 3 appartements que vous possédiez à Nice sans jamais vous en parler, a expliqué Étienne, pointant du doigt les documents. Il a utilisé une procuration qu'il avait obtenue il y a 5 ans, quand vous aviez eu cette grippe sévère. Vous vous souvenez ? Il vous avait fait signer des papiers en disant que c'était pour faciliter la gestion de vos affaires si vous tombiez vraiment malade. Le souvenir m'est revenu comme un coup de poing. Oui, j'avais signé ces papiers. Julien avait été si prévenant, si inquiet. « C'est juste au cas où, maman », avait-il dit avec ce sourire charmeur qui me faisait toujours fondre, « pour que je puisse m'occuper de tout si tu es trop faible. » J'avais été touché par sa sollicitude. Quel idiote j'avais été. Il a détourné presque 1 million d'euros au cours des 3 dernières années, a continué Étienne, sa voix tremblante d'indignation. Et Véronique, il a sorti une autre série de photos. Elle a une liaison avec le notaire Leclerc. Je les ai photographiées sortant d'un hôtel à Monaco il y a 6 semaines. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était un réseau de corruption, de trahison, de manipulation qui s'étendait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. « Mais comment as-tu découvert tout ça ?» ai-je demandé, impressionné malgré moi par ce travail d'investigation. Étienne a eu un sourire amer. « Parce que personne ne fait attention aux ratés de la famille. Je suis invisible, tout comme vous l'êtes maintenant en tant que vieille dame. J'ai commencé à les suivre après cette histoire de renonciation d'héritage.
Quelque chose me disait que s'il se donnait tant de mal pour me faire signer ses papiers, c'est qu'il y avait quelque chose d'important en jeu. Il s'est assis en face de moi, ses yeux brillants maintenant d'une intensité que je ne lui connaissais pas. Et puis j'ai découvert quelque chose d'énorme, quelque chose que même eux ne savent peut-être pas complètement. Quoi donc? Votre mari, oncle Henri, n'était pas juste victime de l'escroquerie de Dubois en 1987. Étienne a baissé la voix comme s'il craignait d'être entendu à travers les murs. Il était aussi le filleul d'un homme très riche, un industriel marseillais qu'on appelait seulement le parrain. Pas un parrain de mafia, mais quelqu'un de très influent dans le monde des affaires du sud de la France. Cet homme est mort en 2018, un an avant Henri, et dans son testament, il a légué une fortune colossale à Henri. Mon sang s'est glacé. Mais Henri est mort en 2019. Exactement. Il n'a jamais touché cet héritage. Et légalement, il devrait vous revenir. Étienne m'a regardé intensément. C'est pour ça qu'ils veulent vous tuer, tante Marguerite. Pas pour vos 3 millions. Pour les 20 millions que vous ne savez même pas posséder. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. 20 millions. Une fortune que j'ignorais. Un héritage fantôme qui faisait de moi une cible. Le parrain, ai-je murmuré. Quel était son vrai nom? Auguste Moreau, a répondu Étienne. Et il y a une clause dans son testament. Une clause très particulière qui dit que si Henri était décédé avant de réclamer son héritage, celui-ci devait revenir à son épouse, mais seulement si elle était encore en vie et jugée mentalement compétente le jour où l'information lui serait révélée. Les jours suivants à Lyon ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Étienne m'a hébergé dans son petit appartement, me cédant son matelas pendant qu'il dormait sur une chaise longue et limée. Chaque matin, nous étalions les documents sur sa table bancale, essayant de reconstituer le puzzle complexe de cette conspiration qui m'entourait. Auguste Moreau, le parrain, avait été le mentor de Henri dans les années 70, quand mon mari avait débuté dans l'import-export de textiles. C'était Moreau qui lui avait enseigné les ficelles du commerce international, qui lui avait présenté ses premiers clients importants, qu'il avait traité comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Pourquoi Henri ne m'a jamais parlé de lui, me demandai-je à haute voix, mes doigts tremblants parcourant les vieilles photos en noir et blanc qu'Étienne avait trouvées dans les archives municipales. Auguste Moreau était un homme imposant, au regard perçant, toujours vêtu de costumes impeccables. Sur l'une des photos, datée de 1975, il posait aux côtés d'un jeune Henri lors d'une cérémonie d'inauguration d'une usine textile à Marseille. Mon mari ne devait avoir que 28 ans, et son sourire était celui d'un protégé reconnaissant. Peut-être parce que leur relation s'est compliquée, a suggéré Étienne en me tendant un article de journal jauni. Regardez ça. En 1986, Moreau a été accusé de corruption et de fraude fiscale. Il n'a jamais été condamné, trop bien protégé, mais le scandale a éclaboussé tous ses associés. Oncle Henri a peut-être voulu prendre ses distances publiquement, même s'ils sont restés proches en privé. Tout prenait sens maintenant. L'implication de Henri avec le notaire Dubois en 1987, juste après le scandale Moreau, le testament mystérieux, les documents cachés dans la chapelle. Mon mari avait été pris dans un engrenage dont il essayait de se libérer, tout en maintenant sa loyauté envers son mentor. Et ce mentor, reconnaissant jusqu'à la fin, lui avait légué une fortune colossale. Mais comment Julien avait-il découvert l'existence de cet héritage? C'était la question qui me hantait. Le 5e jour de mon séjour chez Étienne, la réponse est arrivée de la manière la plus brutale possible. Nous étions sortis faire des courses au marché de la Croix-Rousse, profitant du soleil timide d'octobre qui perçait entre les nuages. J'avais mis une perruque brune qu'Étienne avait achetée dans une boutique de déguisement et des lunettes de soleil larges qui cachèrent la moitié de mon visage. Je me sentais presque en sécurité, perdu dans la foule colorée des chalands qui marchandaient avec les commerçants, entouré des odeurs de fromage, de saucissons et de légumes frais. C'est Étienne qui l'a vu en premier. Son corps s'est raidi à côté de moi, et sa main a agrippé mon bras, avec une force qui m'a fait sursauter. « Ne vous retournez pas », a-t-il murmuré d'une voix urgente. « Julien est là, au stand de poissons, à 30 mètres derrière nous. » Mon cœur s'est arrêté, puis s'est remis à battre à un rythme fou. Mon fils, ici, à Lyon. Ce n'était pas une coïncidence. Il m'avait retrouvé. Comment est-ce possible? Ai-je chuchoté, la panique montant en moi comme une marée. Personne ne savait que j'étais ici. Il faut partir. Maintenant. Étienne m'a guidé à travers la foule, se faufilant entre les étals avec une agilité surprenante. Mais j'étais vieille, lente, et mes jambes refusaient de me porter aussi vite que mon esprit le voulait.
Derrière nous, j'ai entendu une voix que je connaissais trop bien. Étienne, Étienne Beaumont. Mon neveu s'est figé. Se retourner serait admettre qu'il m'aidait. Continuer à fuir confirmerait les soupçons. Dans un geste de courage qui m'a coupé le souffle, Étienne a choisi une troisième option. Il s'est retourné lentement, me poussant derrière un étal de fleurs d'un mouvement subtil, et a marché vers Julien avec un sourire forcé. « Julien, qu'est-ce que tu fais à Lyon ?» La voix d'Étienne était remarquablement stable, presque désinvolte. J'étais caché derrière un imposant bouquet de chrysanthèmes, le cœur battant si fort que je craignais qu'on ne l'entende. « Je pourrais te poser la même question, » a répondu Julien. Sa voix était froide, calculatrice. « On t'a vu traîner autour de Nice il y a quelques semaines, et maintenant tu es à Lyon. Tu cherches quelque chose ? Je vis ici, crétin. C'est toi qui débarques dans ma ville. » Le ton d'Étienne avait pris une arête défensive. « Et puis qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu ne m'as jamais adressé la parole en temps normal, sauf quand tu as besoin que je signe des papiers pour te débarrasser de moi. » Un silence tendu a suivi. Je pouvais presque sentir la confrontation s'intensifier entre eux. Puis la voix de Julien a repris, plus basse, plus menaçante. « Ma mère est morte, Étienne. Tombée en mer. Une tragédie terrible. Tu n'as même pas appelé pour présenter tes condoléances. Morte ?» Étienne a joué la surprise avec un talent que je ne lui connaissais pas. Je ne savais pas. Je ne regarde jamais les informations. Comment est-ce arrivé ? Un accident. Elle est tombée du bateau pendant notre excursion. Julien mentait avec une facilité déconcertante, sa voix empreinte d'une fausse tristesse qui me donnait la nausée. Nous sommes dévastés. Véronique ne dort plus. Et moi, j'ai perdu ma mère. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas crier. Mon propre fils debout à quelques mètres, racontant ma mort comme une tragédie alors qu'il en était l'architecte. Les larmes de rage et de douleur brûlaient à mes yeux. « Je suis désolé pour ta perte », a dit Étienne d'un ton neutre. « Mais excuse-moi, j'ai des courses à finir. »« Attends. » La voix de Julien avait pris une qualité dangereuse. « Si jamais tu sais quelque chose sur les affaires de ma mère, sur d'éventuels documents ou héritages dont tu aurais entendu parler, ce serait le moment de le dire, pour le bien de la famille. Je ne sais rien de tout ça. » Étienne a commencé à s'éloigner. « Bonne chance avec tout. »« Étienne !» Cette fois, c'était un ordre, pas une question. Des pas précipités ont résonné sur les pavés. Mon neveu s'est retourné brusquement, et j'ai entendu le choc de deux corps qui se percutent. « Tu mens. Je le vois dans tes yeux. Tu as toujours été un menteur pitoyable. Qu'est-ce que tu caches ? Lâche-moi. » La voix d'Étienne était maintenant chargée de colère. « Tu as toujours été un tyran, Julien. Tu crois que tu peux intimider tout le monde ? Je ne te dois rien. » Les gens autour commençaient à regarder, à murmurer. Un commerçant a crié « Hé, pas de bagarre ici !» J'ai risqué un coup d'œil entre les fleurs, et j'ai vu mon fils saisir Étienne par le col de sa veste, le visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. C'était le moment de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais pétrifié, témoin de la violence de mon propre enfant. Puis, dans la confusion, quelque chose est tombé de la poche de Julien. Une petite clé dorée qui a tintinabulé sur les pavés. Étienne l'a vue, et ses yeux se sont écarquillés. Il a réussi à se dégager d'un mouvement brusque et, dans le chaos, a récupéré la clé avant de s'enfuir en courant à travers la foule. Julien a hurlé et s'est lancé à sa poursuite, mais les gens bloquaient le passage, et Étienne connaissait le marché comme sa poche. J'ai attendu 5 minutes interminables derrière cet étal de fleurs, tremblante, avant de me risquer à sortir. La marchande de fleurs, une femme ronde aux joues roses, me regardait avec curiosité. « Ça va, mamie ? Vous avez l'air toute retournée. »« Oui, oui, merci. » ai-je balbutié avant de m'éloigner aussi vite que mes vieilles jambes me le permettaient. Je devais retrouver Étienne. Nous avions convenu d'un point de rendez-vous de secours en cas de problème. La cathédrale Saint-Jean dans le vieux Lyon. Le trajet m'a semblé durer une éternité. Mes poumons brûlaient. Mon cœur menaçait d'exploser. Mais enfin, j'ai aperçu les flèches gothiques de la cathédrale se découper contre le ciel gris. Étienne était là, assis sur les marches, la tête entre les mains. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond et m'a serré dans ses bras, avec une force désespérée. « Ils savent », a-t-il murmuré contre mon épaule. « Je ne sais pas comment, mais ils savent que vous êtes vivante. » Julien n'était pas là par hasard. Il me surveillait. « La clé », ai-je dit en me détachant de lui. « Tu as pris une clé dans sa poche. »« Qu'est-ce que c'est ?» Étienne a sorti la petite clé dorée de sa poche. Elle était ornée d'un numéro gravé, 237. Je ne sais pas exactement, mais ça ressemble à une clé de coffre-fort bancaire.
Et si j'ai raison sur la banque? Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu l'excitation mêlée à la peur dans son regard. C'est peut-être là que se trouvent les documents originaux du testament de Moreau, les vrais, ceux qui prouvent votre héritage. La décision de porter plainte n'a pas été facile. Pendant des jours, j'ai oscillé entre la peur et la rage, entre le désir de justice et la terreur de ne pas être cru. Étienne m'encourageait constamment. « Tante Marguerite, vous avez des preuves maintenant. Les documents de la chapelle, la clé, mes photos. Ils ne peuvent plus vous faire passer pour une vieille folle. » Mais je connaissais la puissance de l'argent et des apparences. Julien et Véronique avaient tout préparé méticuleusement. Ils avaient des témoins, des rapports médicaux falsifiés, une mise en scène parfaite de mon accident. C'est le 10e jour après ma tentative d'assassinat que j'ai franchi les portes du commissariat central de Marseille, la ville où tout avait commencé avec Auguste Moreau. J'avais choisi Marseille plutôt que Cannes ou Lyon, parce que je voulais être loin des sphères d'influence de ma famille. Étienne m'accompagnait, portant 2 sacs remplis de documents. Nous ressemblions à 2 réfugiés cherchant asile, ce qui n'était pas si éloigné de la vérité. L'officier de police qui nous a reçus était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts et au regard fatigué mais bienveillant. Capitaine Dubois, un nom qui m'a fait frissonner par sa coïncidence avec le notaire corrompu. Elle nous a fait asseoir dans une petite salle d'interrogatoire aux murs beige, sous la lumière crue d'un néon qui bourdonnait légèrement. « Madame Beaumont, racontez-moi ce qui vous amène. » Et j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire depuis le début, sans omission, sans honte. Le voyage en bateau, le cri de Véronique, le sourire de mon fils, l'eau glacée qui m'engloutissait. Ma voix se brisait parfois, les larmes coulaient librement sur mes joues ridées, mais je continuais. Le capitaine Dubois prenait des notes, son visage restant neutre, professionnel. Mais j'ai vu ses mâchoires se crisper quand j'ai décrit comment j'avais rampé sur la plage, à moitié morte. « Et vous n'êtes pas allé à la police immédiatement parce que… » a-t-elle demandé quand j'ai terminé. « Parce que j'avais peur que personne ne me croie. » Ma voix n'était plus qu'un murmure. Une vieille femme de 72 ans accusant son fils adoré, on m'aurait prise pour une sénile paranoïaque. Ils avaient tout préparé. Des rapports médicaux disant que je perdais la mémoire, des témoins prêts à confirmer ma confusion mentale. Étienne a alors déballé tous les documents sur la table. Les photos, les relevés bancaires, les contrats frauduleux, la clé du coffre. Le capitaine Dubois a examiné chaque pièce avec une attention minutieuse, son front se plissant de plus en plus. « C'est une affaire complexe, Madame Beaumont. Tentative de meurtre, fraude, détournement de fonds. Cela va nécessiter une enquête approfondie. Combien de temps ?» ai-je demandé, sentant l'angoisse monter. Ils savent que je suis vivante maintenant. Je ne suis plus en sécurité. Nous allons agir rapidement. Dès aujourd'hui, nous allons convoquer votre fils et votre belle-fille pour un interrogatoire. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'y ai vu quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Je vous crois, Madame Beaumont, mais je dois vous avertir. Ce sera votre parole contre la leur. Le processus judiciaire peut être long et douloureux. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? J'ai pensé à Henri, à ses dernières paroles avant de mourir dans notre jardin. Protège ce que nous avons construit, Marguerite. Ne laisse personne te voler notre vie. J'ai hoché la tête avec une détermination que je ne me connaissais plus. Je suis prête. Les semaines suivantes ont été un cauchemar bureaucratique. Interrogatoires interminables, expertise médicale pour prouver ma lucidité mentale, reconstitution du voyage en bateau avec des enquêteurs qui prenaient des notes sur tout. Julien et Véronique ont été convoqués et ils sont venus avec une armée d'avocats en costume Armani qui coûtait probablement plus cher que l'appartement d'Étienne. Leur stratégie était simple et cruelle, me dépeindre comme une vieille femme instable, aigrie, jalouse de la réussite de son fils, inventant des histoires dramatiques pour attirer l'attention. Le procès a été fixé 6 mois après ma plainte, 6 mois pendant lesquels j'ai vécu caché dans un petit hôtel miteux de Marseille, sous un faux nom, ne sortant que pour les rendez-vous avec les avocats et les médecins. Étienne venait me voir chaque semaine, m'apportant des nouvelles du monde extérieur. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. Une mère accuse son fils de tentative de meurtre pour héritage, titrait le Provençal. Mon visage était partout, vieilli, fatigué, à côté des photos flatteuses de Julien et Véronique souriant à la caméra, jouant les victimes d'une accusation injuste. Le jour du procès est arrivé sous un ciel d'avril tourmenté, avec des nuages noirs qui menaçaient de crever à tout moment. Le palais de justice de Marseille était imposant,
avec ses colonnes néoclassiques et ses marches de pierre usées par des siècles de pas. Des journalistes attendaient dehors, avec leurs caméras et leurs micros, créant une haie d'honneur grotesque. Étienne me tenait fermement par le bras tandis que nous traversions cette foule bruyante. Les questions fusaient de toutes parts. « Madame Beaumont, comment vous sentez-vous? Avez-vous un message pour votre fils? Regrettez-vous vos accusations ?» Je gardais les yeux baissés, concentré sur chaque marche, chaque pas qui me rapprochait de la salle d'audience. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. La salle était bondée, famille, amis, curieux, journalistes. J'ai vu mes cousins éloignés, des voisins de Cannes, même le père Mathieu qui m'a fait un signe de tête encourageant. Et puis, au premier rang côté défense, je les ai vus, Julien et Véronique. Mon fils portait un costume sombre impeccable, une cravate sobre, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Il avait l'air d'un homme d'affaires respectable, brisé par le chagrin. Véronique était à côté de lui, vêtue d'une robe noire élégante, ses cheveux blonds relevés en chignon, un mouchoir à la main. Ils jouaient leur rôle à la perfection. Quand nos regards se sont croisés, Julien m'a fixé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de mépris glacial et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, comme si j'étais déjà morte pour lui, comme si je n'avais jamais été sa mère. Le juge est entré, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et à la barbe soigneusement taillée, le visage marqué par des années de décisions difficiles. Maître Renaud, le juge instructeur qui avait mené l'enquête préliminaire. On m'avait dit qu'il était réputé pour sa rigueur et son impartialité. J'espérais de tout cœur que cette réputation était méritée. L'audience est ouverte, a annoncé le greffier, et le brouhaha s'est tu instantanément. Le silence qui a suivi était si dense qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Affaire Beaumont contre Beaumont et Leclerc. Accusation de tentative d'homicide volontaire, fraude et détournement de fonds. Le procureur a commencé à exposer les faits. Une femme de 72 ans jetée en mer par son propre fils et sa belle-fille lors d'une sortie en bateau au large de Saint-Tropez. Sauvée par miracle, elle découvre une conspiration visant à la déclarer mentalement incapable et à s'emparer de sa fortune. Les mots résonnaient dans la salle comme des coups de marteau, froids, cliniques, dépouillés de toute émotion. Mais moi, je revivais chaque seconde. L'eau glacée, le sourire de Julien, la certitude de mourir. L'avocat de Julien, Maître Fontaine, un homme élégant aux tempes argentées, a pris la parole pour la défense. Sa voix était douce, presque paternelle. « Mesdames et messieurs, ce que nous avons ici n'est pas une tentative de meurtre, mais une tragédie familiale amplifiée par les effets dévastateurs du vieillissement cognitif. Madame Marguerite Beaumont, que nous aimons et respectons tous, souffre malheureusement de troubles de la mémoire et de moments de confusion qui ont transformé un accident malheureux en récit paranoïaque. Les larmes me montaient aux yeux. C'était exactement ce que je craignais. Ils allaient me faire passer pour folle. « Mon client, Julien Beaumont, est dévasté », a continué l'avocat. « Imaginez la douleur de voir votre propre mère vous accuser d'avoir tenté de la tuer. Un homme qui l'a soignée pendant des années, qui a géré ses affaires avec dévouement, qui a pleuré sa disparition en mer avant de découvrir avec soulagement qu'elle était vivante. Et maintenant, cette accusation monstrueuse. C'était brillant, diabolique. Il retournait toute la situation, transformant l'agresseur en victime. Le juge a levé la main. « Nous entendrons tous les témoignages en temps voulu. Madame Beaumont, êtes-vous prête à témoigner ?» Je me suis levé, mes jambes tremblant sous mon poids. Étienne m'a aidé à m'approcher de la barre. Tous les regards étaient fixés sur moi. Cette vieille femme fragile qui osait défier son fils. J'ai posé ma main sur la Bible, répété le serment d'une voix qui se voulait ferme, mais qui tremblait malgré moi. « Madame Beaumont, » a commencé le procureur, « racontez-nous ce qui s'est passé le 20 septembre dernier. » J'ai raconté encore une fois ce jour terrible, mais cette fois devant une salle remplie d'étrangers qui me jugèrent du regard. Ma voix tremblait au début, puis s'est raffermie au fur et à mesure que je me remémorais chaque détail. Le soleil brillant sur la Méditerranée, le champagne qu'il m'avait offert avant de partir, probablement pour me détendre, pour que je me méfie moins. La façon dont Véronique s'était approchée de moi à l'arrière du yacht, soi-disant pour admirer un banc de dauphins au loin, et puis ses mains sur mon dos, cette poussée brutale, le cri « Dis bonjour au requin !» « Et votre fils ?» a demandé le procureur. « Qu'a-t-il fait pendant ce temps ?» Ma gorge s'est serrée. C'était la partie la plus douloureuse. Il était au gouvernail. Il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Les larmes coulaient maintenant, incontrôlables.
Et il a souri. Mon petit garçon, celui que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai allaité, dont j'ai soigné les fièvres et consolé les chagrins, il a souri en me regardant mourir. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu plusieurs personnes dans le public se tamponner les yeux. Mais l'avocat de Julien, maître Fontaine, s'est levé d'un bond. « Objection, votre honneur. » La témoin interprète un sourire qui pourrait avoir été nerveux, un rictus de panique, ou même une hallucination provoquée par la peur et le choc de la chute. « Objection retenue, » a dit le juge Renaud d'un ton neutre. « Madame Beaumont, tenez-vous-en aux faits observables. » Les faits observables. Comme si les émotions, les intentions, les trahisons n'étaient pas des faits. Mais j'ai hoché la tête et continué. J'ai parlé de mon sauvetage par les pêcheurs, de ma découverte de l'enveloppe mystérieuse, de mon voyage vers Lyon pour retrouver Étienne. Et puis, tremblante, j'ai sorti de mon sac la boîte métallique trouvée dans la chapelle. « Qu'est-ce que c'est » a demandé le juge, se penchant en avant avec intérêt. Des documents que mon défunt mari avait cachés, des preuves d'une fraude impliquant un notaire nommé Dubois, et j'ai hésité, sachant que ce que j'allais dire changerait tout. Et une lettre que Henri m'a laissée avant de mourir. Le silence dans la salle était absolu. Tous les yeux étaient fixés sur mes mains tremblantes tandis que j'ouvrais la boîte. À l'intérieur, au-dessus de tous les autres documents, se trouvait une enveloppe blanche scellée avec de la cire rouge. Je ne l'avais pas ouverte avant ce moment. J'avais voulu attendre, garder cette dernière communication avec Henri pour un moment crucial. Et ce moment était arrivé. Mes doigts ont brisé le seau de cire qui s'est effrité comme de la poussière ancienne. L'enveloppe contenait 2 feuillets de papier couverts de l'écriture élégante de mon mari. Le procureur m'a fait signe de lire à haute voix. Ma voix était à peine audible au début. « Ma chère Marguerite, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde et que tu te trouves dans une situation difficile. Je dois t'avouer quelque chose que j'ai gardé secret toute notre vie commune, par honte et par peur. En 1987, j'ai été impliqué malgré moi dans une fraude orchestrée par le notaire Dubois. Auguste Moreau, mon mentor et parrain, essayait de protéger sa fortune d'une enquête fiscale, et Dubois a utilisé mon nom et ma signature pour créer des sociétés écrans. Quand j'ai découvert la vérité, il était trop tard. Dubois me tenait par les documents que j'avais signés en toute confiance. Ma voix se brisait, mais je continuais. Tout le tribunal était suspendu à mes lèvres. Auguste est mort en 2018, 1 an avant moi si mes calculs sont corrects. Dans son testament déposé auprès d'un notaire de confiance à Marseille, maître Bernard Roussel, il m'a légué l'intégralité de sa fortune en remerciement de ma loyauté et en réparation du tort que l'association avec lui m'avait causé. Mais il a ajouté une clause. Cet héritage ne doit te revenir, à toi mon épouse, que si je décède avant d'en avoir pris possession, et seulement si tu es jugé mentalement capable de le gérer. Mon cœur battait si fort que je voyais des points noirs danser devant mes yeux. Henri avait tout prévu. Il savait que quelqu'un pourrait essayer de me déclarer incompétente. Marguerite, je sais que notre fils n'est pas l'homme que nous espérions qu'il devienne. Ces mots m'ont poignardé comme un couteau. Je l'ai vu changer au fil des années, devenir cupide, calculateur. C'est ma faute. Je l'ai trop gâté. Je lui ai donné trop de choses, sans lui enseigner leur valeur. Si tu lis cette lettre dans des circonstances terribles, si Julien a essayé de te faire du mal, sache que je ne serai pas surpris. Et sache aussi que j'ai pris des dispositions. La salle entière était pétrifiée. J'ai levé les yeux vers Julien. Son visage était devenu d'une pâleur cadavérique. Véronique s'agrippait à son bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le tissu de sa veste. Étienne Beaumont, le fils de ma belle-sœur Claire, est désigné comme co-héritier dans le testament de Moreau. Un hoquet de surprise a parcouru l'assistance. Étienne, assis à côté de moi, a pâli. Auguste et moi avons convenu que si quelque chose m'arrivait, si ma famille directe s'avérait indigne, Étienne recevrait la moitié de l'héritage. Il est le seul membre de notre famille qui ait conservé son humanité, sa bonté. Protège-le, Marguerite, et qu'il te protège en retour. Les larmes inondèrent mon visage maintenant. Henri avait vu, il avait tout vu. La noirceur de notre fils, la pureté d'Étienne, les dangers qui me guettaient. Et depuis sa tombe, il continuait à me protéger. Le testament complet est déposé dans le coffre numéro 237 à la Banque Marseillaise du Commerce, agence centrale. La clé se trouve. J'ai marqué une pause, sentant l'importance de ces mots. La clé se trouvait dans ma poche le jour de ma mort. Je l'ai toujours gardée sur moi. Si tu ne l'as pas, quelqu'un d'autre l'a prise. Méfie-toi. Je t'aime pour l'éternité. Henri.
Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis le juge Renaud a frappé son marteau. Le coffre 237. Maître Fontaine, votre client avait-il connaissance de ce coffre? L'avocat de Julien s'est levé, cherchant visiblement ces mots. Mon client, nous allons avoir besoin de temps pour examiner ces nouvelles informations. Pas de temps, a déclaré le juge d'un ton ferme. Nous allons nous rendre immédiatement à cette banque. Huissier, faites préparer une ordonnance. Cette audience est suspendue pendant 2 heures. Le trajet jusqu'à la Banque marseillaise du commerce s'est fait dans un convoi surréaliste. Le juge, les avocats, Julien et Véronique, Étienne et moi, tous entassés dans des voitures officielles escortées par la police. Les journalistes nous suivaient comme des vautours. Je tenais la clé dorée qu'Étienne avait arrachée à Julien au marché de Lyon, mes doigts se refermant dessus comme sur un talisman. La banque était un bâtiment imposant du 19e siècle, tout en pierre de taille et ferronneries ouvragées. Le directeur nous attendait, nerveux, une liasse de documents à la main. Votre honneur, le coffre 237 est au sous-sol. Il est enregistré au nom de Henri Beaumont, décédé en 2019. Selon notre règlement, seule son épouse légitime ou un représentant légal avec ordonnance du tribunal peut y accéder. J'ai l'ordonnance, a dit le juge en brandissant le document. Allons-y. Nous avons descendu un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles du bâtiment. L'air devenait plus frais, presque froid. Les murs étaient tapissés de coffres métalliques, chacun avec son numéro gravé. Le directeur nous a conduits jusqu'au numéro 237. Voilà, il faut 2 clés, celle du client et notre clé maîtresse. J'ai tendu ma clé avec des mains tremblantes. Le directeur a inséré les 2 clés, tournées simultanément. Un déclic métallique a résonné. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents officiels, tous tamponnés et notariés. Le testament d'Auguste Moreau, authentifié par Maître Roussel en 2017, des certificats d'action, des titres de propriété, des relevés de comptes bancaires offshore, une fortune estimée à 23 millions d'euros, léguée à Henri Beaumont, et en cas de décès de celui-ci, à son épouse Marguerite Beaumont, à condition qu'elle soit déclarée mentalement compétente par un médecin indépendant. Et il y avait autre chose. Un dossier rouge marqué « Preuve contre Julien Beaumont ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert le dossier avec des doigts engourdis. À l'intérieur, des photocopies de tous les documents frauduleux que Julien avait créés au fil des années. Les ventes d'appartements effectuées avec ma procuration sans mon consentement. Les transferts de fonds vers des comptes aux îles Caïmans. Des enregistrements audio? Oui, des cassettes miniatures, datées de 2018, où l'on entendait Julien discuter avec le notaire Leclerc de la manière de me faire déclarer incompétente. Papa savait tout, ai-je murmuré, les larmes dévalant mes joues. Il documentait tout. Il me protégeait même en sachant qu'il allait mourir. Le juge a examiné chaque document avec une attention méticuleuse. Son visage restait impassible, mais je voyais ses mâchoires se crisper. Maître Fontaine tentait de minimiser. Ces documents doivent être authentifiés, votre honneur. Nous ne pouvons pas. Silence, a coupé le juge d'un ton glacial. Ces documents portent tous des tampons officiels et des signatures notariées. Ils seront bien sûr soumis à expertise, mais leur authenticité semble difficilement contestable. Il s'est tourné vers Julien, dont le visage était maintenant d'une pâleur mortelle. Monsieur Beaumont, vous réalisez que ces éléments constituent des preuves accablantes de fraude et de détournement de fonds? Julien ne répondait pas. Ses yeux fixèrent le vide. Véronique, à côté de lui, s'était mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Des larmes de panique et de rage. Mais il restait un mystère. Dans le dossier rouge, au fond, se trouvait une enveloppe scellée avec l'inscription « Pour Marguerite », à n'ouvrir qu'en présence d'Étienne et du juge. Mon cœur a bondi. Henri avait prévu même ce moment précis, comme s'il orchestrait depuis l'au-delà chaque étape de ma rédemption. Le juge Renaud a examiné l'enveloppe, vérifié les sceaux, puis m'a fait signe de l'ouvrir. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour déchirer le papier. À l'intérieur, une clé différente, plus ancienne, en fer forgé, avec des ornements délicats, et une note manuscrite de Henri, la maison de campagne à Roussillon, la cheminée du salon. Derrière les pierres marquées du symbole « Monsieur », tout ce que tu dois savoir sur l'origine de notre fortune et sur ceux qui voudraient te la voler. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. Je voulais te protéger. Je t'aime. H. Roussillon. Le village ocre du Luberon, perché sur sa colline de terre rouge, où nous avions acheté une vieille bergerie il y a 40 ans. Nous y allions chaque été quand Julien était petit,
avant qu'il ne devienne trop occupé, trop important pour passer du temps avec ses vieux parents dans une maison sans piscine ni Wi-Fi. Je n'y étais pas retourné depuis la mort de Henri. Trop de souvenirs douloureux, trop de présence fantôme de mon mari dans chaque recoin. Nous devons nous rendre là-bas, a déclaré le juge d'un ton qui n'admettait aucune contestation. Immédiatement. Cette affaire devient de plus en plus complexe, et je veux voir de mes propres yeux ce que M. Beaumont Senior a laissé. Le voyage jusqu'à Roussillon a duré 2 heures, toujours escorté par la police, toujours suivi par les journalistes. Le soleil déclinait déjà, projetant des ombres longues sur les champs de lavande qui bordaient la route. Étienne était assis à côté de moi dans la voiture, tenant ma main dans la sienne. « Courage, tante Marguerite », murmurait-il. « Nous touchons au but. » Mais j'avais peur. Peur de ce que nous allions découvrir. Peur que la vérité soit pire que tout ce que j'avais imaginé. Peur que l'homme que j'avais aimé pendant 50 ans se révèle être quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. La maison apparut au détour d'un virage, exactement comme dans mes souvenirs. Les murs de pierre dorés par le soleil couchant, les volets bleus délavés, le grand figuier dans la cour qui avait dû avoir 100 ans de plus depuis ma dernière visite. Ou peut-être était-ce moi qui avais vieilli de 100 ans. Le jardin était envahi par les herbes folles. Les rosiers que je taillais avec tant d'amour étaient devenus sauvages, épineux, hostiles. J'ai utilisé la clé en fer forgé pour ouvrir la lourde porte en chêne. Elle a grincé sur ses gonds rouillés, libérant une odeur de renfermé, de poussière et de temps suspendu. À l'intérieur, tout était recouvert de draps blancs, fantômes de meubles dans la pénombre. Mes pas résonnaient sur les tommettes anciennes tandis que nous avancions vers le salon, cette grande pièce avec sa cheminée monumentale en pierre du Luberon. La cheminée était telle que je m'en souvenais, massive, imposante, avec son linteau gravé de motifs floraux. Henri et moi nous étions assis devant elle des centaines de soirs, buvant du vin local, parlant de nos rêves, de notre vie, de Julien qui grandissait trop vite. C'était là que Henri m'avait demandé en mariage, un genou à terre sur ces mêmes tommettes. C'était là qu'il m'avait annoncé que nous allions avoir un bébé, et c'était là, apparemment, qu'il avait caché ses secrets les plus sombres. Le symbole M, a dit Étienne en s'agenouillant devant l'âtre. Cherchons. Nous avons examiné chaque pierre, passant nos doigts sur la surface rugueuse, cherchant une marque, un signe. C'est le juge Renaud qui l'a trouvé. Une petite pierre sur le côté gauche, au niveau du sol, gravée d'un M discret, presque invisible sous la suie accumulée. Ici. Étienne a sorti un couteau de sa poche et a commencé à gratter le mortier autour de la pierre marquée. Il était vieux, friable, et s'effritait facilement. Après quelques minutes, la pierre a bougé, puis une autre à côté, et une autre encore. Nous avons retiré 5 pierres en tout, révélant une cavité sombre de la taille d'une valise. À l'intérieur, il y avait une mallette en cuir noir, poussiéreuse mais intacte. Mon cœur battait si violemment que je craignais de m'évanouir. Le juge a sorti la mallette avec précaution et l'a posée sur le sol. Les fermoirs étaient rouillés, mais ils ont cédé avec un peu d'effort. Le couvercle s'est ouvert dans un grincement sinistre. Des documents, des centaines de documents, mais aussi des photos, des lettres, des enregistrements sur des cassettes miniatures, et un journal, le journal intime de Henri, relié en cuir marron, avec son nom gravé en lettres dorées sur la couverture. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Les pages étaient jaunies, l'encre légèrement pâlie mais l'écriture était claire, indéniablement celle de mon mari. J'ai ouvert à la première page, datée du 15 mars 1986. Aujourd'hui, Auguste m'a proposé quelque chose qui pourrait changer notre vie, mais je sens que c'est dangereux. Marguerite ne doit jamais savoir. Elle est trop pure, trop honnête. Cela la détruirait de savoir dans quoi je m'engage. Les larmes brouillaient ma vision. Le juge m'a gentiment pris le journal des mains. « Permettez-moi de lire, Madame Beaumont. Cela sera moins douloureux. » Et il a commencé à lire à haute voix, sa voix grave résonnant dans le silence de la vieille maison. Le journal racontait tout. Comment Auguste Moreau, le mentor de Henri, avait bâti sa fortune non seulement dans l'industrie textile légitime, mais aussi dans des opérations d'import-export douteuses, contrebande de luxe, évasion fiscale massive, blanchiment d'argent. Comment il avait impliqué Henri dans ces opérations, d'abord sans que mon mari ne réalise pleinement la nature illégale de ce qu'il faisait, puis en le piégeant avec des documents compromettants. Mais il y avait plus. Henri avait découvert en 1995 que Julien, notre fils alors âgé de 8 ans, était le filleul officieux de Moreau. Le vieil industriel s'était attaché à l'enfant, le couvrait de cadeaux,
lui parlait de business et d'argent dès son plus jeune âge. « Auguste corrompt mon fils », écrivait Henri dans une entrée de journal de 1998. « Je le vois changer. Julien ne parle plus que d'argent, de pouvoir, de réussite. À 11 ans seulement. J'ai essayé de limiter leur contact, mais Marguerite pense que je suis jaloux de l'affection que Moreau porte à notre fils. Elle ne comprend pas que cet homme est en train de voler l'âme de notre enfant. J'ai porté mes mains à ma bouche pour étouffer un sanglot. C'était donc ça. La transformation de mon fils n'était pas arrivée du jour au lendemain, comme je l'avais cru. C'était une lente corruption orchestrée par Auguste Moreau, et Henri avait assisté impuissant à la destruction de l'innocence de notre enfant. Le juge continuait à lire. Une entrée de 2010 disait « Julien a 33 ans maintenant. Il est devenu ce que je craignais le plus. Une version plus froide, plus calculatrice d'Auguste. Il me demande constamment des informations sur les comptes, les investissements, l'héritage. Il ne me regarde plus comme son père, mais comme un obstacle entre lui et l'argent. Véronique, sa nouvelle épouse, est encore pire. Je la vois manipuler mon fils, attiser sa cupidité. Marguerite ne veut pas voir la vérité. Elle dit que je suis trop dur avec eux, que tous les jeunes couples pensent à l'argent. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Et voici l'entrée finale, a dit le juge d'une voix grave. Datée du 3 mai 2019, 2 jours avant la mort de M. Beaumont. Il a éclairci sa voix et lu. « Je sais que je vais mourir bientôt, mon cœur me le dit. Les douleurs sont de plus en plus fréquentes. J'ai vu 3 cardiologues en cachette, tous me donnent quelques mois, 1 an tout au plus. Je dois protéger Marguerite de ce qui viendra après ma mort. Julien et Véronique attendent que je meure. Je les ai entendus en parler au téléphone, pensant que je dormais. Ils ont déjà des plans pour déclarer Marguerite sénile, pour prendre le contrôle de tout. » La voix du juge tremblait légèrement maintenant. J'ai donc pris mes dispositions. Tous les documents sont cachés, tous les testaments sont sécurisés. Auguste est mort l'année dernière en me léguant tout, sachant que Julien ne mérite rien. J'ai désigné Étienne comme co-héritier. C'est un bon garçon, honnête, celui que Julien aurait dû être. Marguerite, si tu lis ceci, pardonne-moi mes secrets. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez fort pour arrêter la corruption de notre fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Je t'aime plus que la vie elle-même. Henri. Le silence qui a suivi était absolu. Même Julien, debout dans l'embrasure de la porte où les policiers le retenaient, avait les larmes aux yeux. Mais c'était des larmes de rage, pas de remords. « Ce testament n'est pas valide », a-t-il crié soudain, sa voix se brisant. Mon père était sénile à la fin. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Au contraire, a répondu calmement le juge Renaud, en sortant un autre document de la mallette. Voici une évaluation psychiatrique complète effectuée par le docteur Lemoine, psychiatre reconnu, datée du 1er mai 2019, 2 jours avant ses dernières entrées de journal. Elle certifie que M. Henri Beaumont était en pleine possession de ses facultés mentales, lucide et capable de prendre des décisions juridiques. Il a regardé Julien avec une expression de profond mépris. « Votre père était mourant, M. Beaumont, mais il n'était certainement pas fou. Il savait exactement ce qu'il faisait. » Étienne pleurait silencieusement à côté de moi. Je l'ai pris dans mes bras, ce neveu que j'avais ignoré pendant tant d'années, ce garçon que Henri avait reconnu comme le vrai héritier moral de notre famille. « Pardonne-moi », ai-je murmuré contre son épaule. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir vu, de ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais. Il n'y a rien à pardonner, tante Marguerite, » a-t-il répondu d'une voix étranglée. « Vous êtes ici maintenant. C'est tout ce qui compte. » Le procès a repris 3 jours plus tard. Mais l'atmosphère dans le tribunal avait radicalement changé. Les journalistes se bousculaient maintenant devant le palais de justice. Les caméras de télévision nationale étaient là, et l'histoire de « la vieille dame jetée à la mer par son fils Cupide » était devenue le scandale de l'année en France. Je marchais vers le tribunal au bras d'Étienne, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais forte. Pas invincible. J'étais toujours une femme de 72 ans qui avait frôlé la mort, mais forte de la vérité, forte de l'amour posthume de Henri qui continuait à me protéger. La salle d'audience était encore plus bondée que lors de la première session. J'ai reconnu des visages de la télévision, des journalistes célèbres, mais aussi des gens ordinaires qui avaient fait le déplacement juste pour assister au verdict. Des femmes âgées surtout, qui me regardaient avec une solidarité silencieuse, comme si mon combat était aussi le leur. Combien d'entre elles avaient été ignorées, méprisées, considérées comme des fardeaux par leur propre famille. Julien et Véronique étaient déjà là,
Mais il n'avait plus rien de l'assurance arrogante de la première audience. Julien avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux semblaient les plus gris, son costume pendant sur ses épaules comme s'il avait perdu du poids. Véronique ne portait plus ses tenues élégantes. Elle était vêtue sobrement, presque humblement, et ses yeux rouges trahissaient des nuits sans sommeil. Leur armée d'avocats s'était réduite à un seul, Maître Fontaine, qui feuilletait nerveusement ses documents, sachant probablement que sa cause était perdue. Le juge Renaud est entré, et le silence s'est fait instantanément. Il portait tous les documents que nous avions découverts, le journal de Henri, les preuves bancaires, les enregistrements audio, les évaluations psychiatriques. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes, et a regardé longuement Julien avant de parler. « Monsieur Julien Beaumont, levez-vous. » Sa voix était grave, solennelle. Julien s'est levé lentement, comme un condamné marchant vers l'échafaud. Cette cour a examiné toutes les preuves présentées dans cette affaire extraordinaire. Des preuves qui démontrent non seulement une tentative d'homicide délibérée sur la personne de votre mère, Madame Marguerite Beaumont, mais aussi une fraude systématique, un détournement de fonds et une conspiration pour la déclarer mentalement incompétente afin de s'emparer de sa fortune. Le juge a fait une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. Plus troublant encore, nous avons découvert que cette conspiration remonte à plusieurs années, orchestrée avec préméditation et une froideur calculée qui glace le sang. Vous avez profité de la confiance de votre mère, de son amour maternel inconditionnel, pour la dépouiller méthodiquement de ses biens. Et quand cela ne suffisait plus, quand l'héritage massif d'Auguste Moreau menaçait de lui revenir légalement, vous avez décidé de l'éliminer physiquement. J'ai vu les épaules de Julien s'affaisser. Quelque part, sous les couches de cupidité et de corruption, y avait-il encore un vestige du petit garçon que j'avais aimé, du fils qui me serrait la main quand il avait peur de l'orage? Je voulais croire que oui, mais son regard, quand il s'est brièvement tourné vers moi, était vide. Pas de remords, pas de regret, juste une froide résignation face à l'échec de son plan. « Madame Véronique Beaumont, » a continué le juge, et ma belle-fille s'est levée tremblante. « Vous êtes tout aussi coupable, sinon plus. C'est vous qui avez physiquement poussé Madame Marguerite Beaumont hors du bateau. C'est votre voix qui a crié ces mots terribles. Dis bonjour au requin. Vous avez été la main exécutrice de cette tentative de meurtre. » Véronique a éclaté en sanglots, mais c'était des larmes de désespoir, pas de repentir. Elle pleurait sur son destin, pas sur ce qu'elle m'avait fait. « Je suis désolé », a-t-elle haleté entre deux sanglots. Nous étions désespérés. Les dettes, Julien disait que c'était la seule solution. Le désespoir ne justifie pas le meurtre, a coupé sèchement le juge. Vous aviez d'autres options. Vous auriez pu travailler, économiser, vivre selon vos moyens. Au lieu de cela, vous avez choisi la voie la plus lâche et la plus monstrueuse. Il s'est alors tourné vers moi et son expression s'est adoucie. « Madame Marguerite Beaumont, souhaitez-vous dire quelque chose avant que je prononce le verdict ?» Je me suis levé lentement, mes jambes tremblantes, sous l'émotion. Tous les regards étaient fixés sur moi. J'ai regardé mon fils, cet homme de 46 ans qui aurait dû être ma fierté, mon héritage au monde, et j'ai senti une tristesse si profonde qu'elle semblait venir du centre de la terre. « Julien, ai-je commencé, ma voix à peine audible au début puis se raffermissant. Tu es mon fils. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. J'ai senti tes premiers coups de pied. J'étais là pour tes premiers pas, tes premiers mots. J'ai soigné tes fièvres, consolé tes chagrins d'enfant, célébré tes succès. Quand tu avais peur du noir, c'est dans mes bras que tu te réfugiais. Quand tu pleurais, c'est moi qui séchais tes larmes. » Les sanglots montèrent dans ma gorge, mais je me suis forcé à continuer. « Je ne comprends pas ce que tu es devenu. Peut-être que ton père avait raison. Peut-être qu'Auguste Moreau t'a corrompu trop jeune. T'as appris que l'argent valait plus que l'amour, que le pouvoir valait plus que la famille. Ou peut-être que c'est ma faute. Peut-être que je t'ai trop aimé, trop gâté, pas assez préparé aux dures réalités de la vie. » Julien avait maintenant les larmes qui coulèrent sur ses joues, mais il ne disait rien. Je voyais ses lèvres trembler, ses mains se crisper, mais aucun mot ne sortait. Quand j'étais dans cette eau glacée, ai-je continué, ma voix se brisant, en train de me noyer. Sais-tu à quoi je pensais? Pas à l'argent que tu voulais me voler, pas à la maison, aux biens, à rien de matériel. Je pensais à toi, bébé, à ton sourire édenté quand tu me voyais le matin, à la façon dont tu disais « maman » avec cette petite voix aiguë. Je pensais à tous ces moments où tu étais pur, innocent, où tu m'aimais vraiment, et je me demandais où ce petit garçon était parti.
Le silence dans la salle était total. Même les journalistes avaient arrêté de griffonner leurs notes. Tu m'as volé ma fortune, soit. Mais surtout, tu m'as volé quelque chose de bien plus précieux. L'illusion que j'avais réussi comme mère, que j'avais élevé un homme bon. Cette illusion était tout pour moi, et tu l'as détruite avec ton sourire en me regardant mourir. J'ai essuyé mes larmes et redressé mes épaules. Mais je ne veux pas de vengeance, Julien. Je ne veux pas te voir souffrir par plaisir. Je veux juste que justice soit faite, que tu comprennes que les actes ont des conséquences, que l'amour d'une mère, aussi profond soit-il, ne peut pas tout excuser. Je me suis tourné vers l'Assemblée, vers tous ces visages qui me regardaient avec compassion. À tous ceux qui m'écoutent, je veux dire ceci. La pire pauvreté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de cœur. On peut tout perdre, sa fortune, sa maison, sa santé, et encore se relever si on a gardé son humanité. Mais quand on perd son humanité pour de l'argent, on a tout perdu, même si on possède des millions. J'ai regardé Étienne, ce neveu merveilleux qui était devenu mon fils de cœur. J'ai perdu un fils par le sang, mais j'en ai gagné un par l'âme. Et finalement, c'est peut-être la leçon que la vie voulait m'enseigner, que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté, l'amour, la bonté. Je me suis rassise, épuisée, mais en paix. Le juge Renaud a hoché la tête avec respect, puis a regardé Julien. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Pour la première fois, j'ai vu une émotion réelle traverser le visage de mon fils. Ses lèvres ont tremblé, et il a murmuré si bas qu'on l'entendait à peine. « Je suis désolé, maman. » Mais c'était trop tard, bien trop tard. Julien Beaumont et Véronique Beaumont, a déclaré le juge d'une voix tonnante. Cette cour vous reconnaît coupable de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, de fraude aggravée, de détournement de fonds et de conspiration criminelle. Vous êtes condamnés à 15 ans de prison ferme chacun, sans possibilité de liberté conditionnelle avant 8 ans. De plus, vous êtes condamnés à restituer la totalité des sommes détournées, avec intérêt, et vous êtes définitivement déchus de tout droit sur l'héritage de Madame Marguerite Beaumont. Le marteau du juge s'est abattu avec un bruit sec qui a résonné comme un coup de tonnerre. C'était fini. Julien et Véronique ont été emmenés par les gendarmes, menottes au poignet. Mon fils s'est retourné une dernière fois vers moi avant de franchir la porte. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une lueur de l'enfant qu'il avait été. Mais c'était trop tard pour nous deux. Je suis sorti du tribunal au bras d'Étienne, sous les applaudissements spontanés des gens qui s'étaient rassemblés dehors. Des femmes âgées m'ont serré dans leurs bras, des larmes dans les yeux. « Vous nous avez donné de l'espoir », m'a dit l'une d'elles. « Vous nous avez montré qu'on peut se battre, même à notre âge. » The End. Aujourd'hui, à 73 ans, je vis paisiblement dans une petite maison à Aix-en-Provence, loin du tumulte de Cannes et des souvenirs douloureux. Étienne vient me voir chaque semaine, et ensemble nous avons créé quelque chose que je n'avais jamais eu avec Julien. Une vraie famille fondée sur l'amour et le respect, pas sur le sang et les obligations. Les 23 millions d'euros d'Auguste Moreau ont été partagés équitablement entre nous, mais l'argent n'a jamais été ce qui m'importait. Ce qui compte, c'est que j'ai retrouvé ma voix, ma dignité, et la certitude que même à mon âge, même après avoir été trahi par ceux que j'aimais le plus, on peut encore se relever. Je pense souvent à cette question. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous trouvé le courage de dénoncer votre propre enfant? Auriez-vous choisi le silence pour préserver l'illusion d'une famille unie? Ou la vérité même si elle devait tout détruire? Et surtout, auriez-vous pu pardonner? Car c'est la question qui me hante encore certaines nuits. Julien purge sa peine en prison, et parfois je reçois des lettres de lui, des excuses tardives qui sonnent creux. Je ne lui ai pas encore répondu. Peut-être ne le ferai-je jamais. Ou peut-être qu'un jour, quand la douleur sera moins vive, je trouverai en moi la force de lui offrir non pas l'oubli, mais une forme de paix. Ce que j'ai appris de cette épreuve terrible, c'est que la vraie richesse ne se compte pas en millions d'euros. Elle se mesure dans les mains qui vous relèvent quand vous tombez, dans les yeux qui vous voient vraiment, dans les cœurs qui battent pour votre bonheur. Étienne m'a donné plus en quelques mois qu'une vie entière avec Julien ne m'avait offert. Et si cette histoire peut servir de leçon, c'est celle-ci. Ne laissez jamais personne, même votre propre famille, vous faire croire que vous ne méritez pas la dignité, le respect et l'amour. Battez-vous pour votre vérité, même quand le monde entier semble contre vous, car au bout du combat, c'est vous-même que vous retrouverez. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné dans votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like,
Et surtout, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Vos commentaires et votre soutien donnent un sens à mon témoignage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.